Au Ramadan, un mois pour atteindre la piété, c'est ce que le journal propose, parlant notamment de ce mois de jeûne qui a démarré hier. C'est dans le journal L'émergence. Le journal Mutation parle de tolérance administrative. Au nom de la loi, c'est le titre proposé par le journal, avec un véhicule donc en très mauvais état qui est toujours en circulation. Le journal fait savoir que la faillite donc de l'autorité de l'État au Cameroun est en 10 tableaux, c'est-à-dire dans le journal, dans le dossier proposé par le tabloïd de la page 7 à la page 11. Le journal revient donc sur quelques faits importants aussi que je vous invite à découvrir ce matin. Cameroun Tribune parle de démocratie camerounaise, 30 ans de multipartisme. C'est le dossier proposé par le numéro de la page 5 à la page 10, en faisant donc le tour de plusieurs partis politiques et notamment de la création des tout premiers dans le journal ce matin aussi. Le soir hebdomadaire et un kiosque parle de task force anti-Covid-19. C'est que les Camerounais doivent donc savoir à la suite de tout cela. C'est dans le dossier proposé par le journal. Le même journal a également d'autres informations ce matin. Et puis Repère, qui un kiosque aussi parle du CHAN 2020 et la CAN 2021, Covid-19, lumière sur les task force donc du palais. Comment est-ce qu'elles sont gérées de toute façon et qui sont donc ceux-là qui vont gérer ces task force? Ce sont là quelques informations à découvrir dans le journal, mais tout en rappelant qu'il y a quand même eu des task force sur le CHAN 2020 et notamment la CAN. Et aujourd'hui, Covid-19, comment est-ce que l'argent a été géré, notamment pour le CHAN et la CAN? Également, on évoque le cas du Covid-19 en ce moment. Le journal parle également d'autres faits importants dans le numéro ce matin, parlant de recrutement dans les forces armées. Le ministre de la Défense prône notamment la transparence et l'équité. C'est à lire en page 2 du journal, le journal Repère, un kiosque aujourd'hui. Alors, Forum Libre ce matin s'intéresse notamment à la région de la Damawa où Montar Madama est donc au cœur de la formation des femmes en informatique et d'autres faits importants que je vous invite à lire aussi ce matin, notamment d'autres actualités à lire dans la presse. Tribune d'Afrique disponible parlant du Covid-19. La task force est donc une décision de Paul Biya, c'est ce que le journal nous apprend. D'ailleurs, je vous invite à lire l'éditorial de Faustin Dicam ce matin en page 3. Le journal parle également du port autonome de Douala avec le terminal pétrolier à nouveau opérationnel. C'est ce que l'information contenue également en pied de une du journal ce matin. C'est Tribune d'Afrique également. L'autre journal, c'est l'économie quotidien qui s'intéresse à l'accord de partenariat économique Cameroun-Royaume-Uni. Des produits à exclure, des échanges commerciaux, c'est ce que le journal nous apprend également. C'est un article à lire dans le journal disponible en kiosque aussi, avec d'autres informations. L'Indépendant parle donc notamment de fonds Covid, jusqu'où ira la task force, c'est la question que se pose le journal Indépendant. Voilà autant de questions que se pose également le journal aussi sur cette question qui fait grabuge depuis quelque temps et surtout avec l'arrivée du vaccin au Cameroun. Le Messager pour sa part parle de la lutte contre le Covid-19 dans les secrets de la task force, c'est ce que le journal propose, après l'enquête en tout cas sur la mise sur pied par le chef de l'État, d'une commission chargée d'assurer la gestion même du fonds spécial de solidarité nationale dédié justement à la lutte contre la pandémie. C'est le journal qui le dit également en page 3. Le journal s'intéresse à autre chose, parlant notamment des liens indomptables Conseil Sao et la tanière du bricolage. C'est en page 12 du journal ce matin. Le journal s'intéresse également à la nécrologie et parle notamment de la dernière leçon inaugurale du professeur Lazare Captué en page 5 du quotidien. Le Messager, voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue également. Il y a le journal Étendard qui s'intéresse aussi à l'actualité ce matin, parlant notamment de déontologie médicale, tripatouillage des dossiers médicaux. À partir notamment de ce dossier, on peut lire qu'il y a notamment le collectif Maître Sylvain Swap qui interprète donc sur la pratique même de l'indisponibilité et surtout de l'inaccessibilité même du dossier médical. C'est cette situation qui n'est donc pas aujourd'hui, qui s'est accentuée avec notamment la survenue du coronavirus. C'est un dossier que je vous invite à lire, surtout une enquête menée donc dans le dossier, dans le journal ce matin et également d'autres faits importants. On parle aussi notamment de la CAF et le Cameroun qui pourraient donc perdre les privilèges para-Covid-19. C'est dans le cadre de la CAN 2022 au Cameroun. C'est à lire dans le journal disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Nos invités sont déjà confortablement installés. Idriss Lisson, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien et bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour spécial à tous mes frères musulmans qui ont bien entamé hier le mois de jeûne de Ramadan. Merci d'être là et surtout beaucoup de courage à vous. Merci. C'est un mois qui ne sera pas facile, en tout cas, qui n'a pas souvent été facile aussi, ça il faut le rappeler. Bonjour
Prince Aristide Ngekam. Bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à tous les sommes, bonjour aux très nombreux téléspectateurs, particulièrement nos fidèles, nos frères et fidèles musulmans qui ont entamé le jeûne du Ramadan depuis la nuit et qui vont vivre pendant quelques jours ce mois de pénitence et surtout de prière. Et de partage. Je voudrais sortir de cette entrée en félicitant le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Vous savez qu'Idriss Lissom et moi avons eu je dirais pas une chaude discussion, mais une sorte d'échange convivial sur la qualité de l'énergie. Et quelques jours après, le ministre s'est rendu à la société qui est chargée de la distribution de l'énergie. Elle a constaté un certain nombre de dysfonctionnements. Ça voudrait dire que tout ce que nous disons ici est suivi. Et la preuve, le ministre est descendu sur le terrain, a constaté les dysfonctionnements, a donné des instructions afin que les choses puissent revenir à la normale. Donc, chapeau à ce ministre-là qui vient faire le travail des directeurs généraux. D'accord. Vous tirez un coup de chapeau à ce ministre alors que le président de l'Assemblée nationale s'indigne davantage de ces coupures, de ces coupures intempestives que l'on observe en tout cas dans plusieurs localités. Puisqu'il en a été victime. Le ministre n'est pas le directeur général. Et il a évoqué, en tout cas, c'était à l'Assemblée nationale, vous le savez bien. Exactement. Et donc, si le président de l'Assemblée nationale se prononce sur cette question, ça veut dire que c'est... L'affaire est grave. C'est plus grave que ce qu'on pense. C'est la voix du peuple, comme vous le dites. Alors donc avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets également ce matin. L'Œil du Sahel qui en kiosque s'intéresse pose une question ce matin. Qui pour succéder donc à Ali Mayatou, après son décès dans le Lamida de Garoua? Oui, en fait, il faut dire, Flavien, qu'en lisant l'Œil du Sahel ce matin, ceux qui vont acheter le journal, je les invite d'abord à le faire, vont constater que l'Œil du Sahel nous parle un peu de l'histoire. Ils nous ont raconté cette histoire d'un Ayatou, un Bobo Ayatou qui devait être dans les années 80, comme ça à Lamido, et sous la présidence du président Ahidjo. Et il se trouve qu'à la dernière minute, à la veille du choix du Lamido, c'est plutôt quelqu'un d'autre qui avait été choisi, qui n'était pas la famille Ayatou, et qui semblait être parrainé par le feu président Ahidjo. Pour dire, et là, ça revient sur la sellette à travers cette analyse pour dire que, bon, c'est vrai que la famille Ayatou a toujours été unanime derrière un candidat. C'est un atout, et cette fois-ci, vous l'avez suivi après le décès de Lamido Alim, on a annoncé l'ancien président de la CAF, donc Issa Ayatou, comme le candidat à son remplacement. Mais c'est pour ça que le journal précise quand même qu'il y a plusieurs noms qui circulent. Oui, non, le journal me dit qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et le journal conclut en disant que en fait, c'est toujours le candidat soutenu par le gouvernement en place qui très souvent finit par prendre cette place de Lamido. Donc, il faut dire que tout part, et le journal rappelle les textes, que dit la loi à propos, que tout part du premier ministère qui supervise cela sous la houlette du gouverneur et du préfet pour pouvoir organiser le choix du Lamido. Mais c'est intéressant de comprendre l'histoire de ce Lamida et ce qui s'est passé avant avec la famille Ayatou qui avait cédé le pas à un moment et qui a récupéré avec le feu Alim à la mort de ce Lamido qui avait été choisi par le feu président Ahidjo. Est-ce qu'on va aboutir à ces éclats de voix, tels qu'on entend déjà, tels qu'on parvient à lire, en tout cas dans la presse, avec des noms qui circulent? Les réseaux sociaux sont également déjà dans la danse aussi, avec des visages qui sont présentés. Ben écoutez, il y aura forcément élection. Il y aura forcément élection si les candidats, vous avez déjà une multitude de candidats. Idriss a essayé de faire l'historique, mais ce qu'il faut rappeler et ce qu'il faut dire en titre d'information, c'est que tous les princes peuvent être candidats à la succession du défunt roi, alors du défunt Lamido. Tous les princes. C'est-à-dire que lorsque vous êtes de la lignée royale, que ce soit que votre père ait été prince ou chef traditionnel, que vous soyez même petit-fils, vous pouvez être candidat. Voilà ce qu'il faut noter. Il faut rappeler que les Ayatou, le secrétaire d'État, le Lamido défunt, qui est parti il y a quelques jours, n'avait pas succédé directement à son père. N'avait pas succédé directement à son père. C'est-à-dire qu'il avait succédé à son oncle. Vous comprenez? C'est-à-dire que leur grand-père a régné. Après, un de ses frères consanguins a pris le pouvoir. Après son frère consanguin, une autre personne, pas de la lignée pas de la lignée directe du défunt Lamido, a pris le pouvoir. Et par la suite, Ali est venu prendre le pouvoir, c'était en 2000. Et je me souviens, en 2000,
cette affaire avait défrayé la chronique, non seulement dans le Grand Nord, et à l'époque, je pense que c'était l'ancien ministre Gounoko qui était préfet gouverneur au nord, dans la région du Nord. Et à cette époque-là, l'oncle du ministre Marafa, le ministre d'État Marafa, était candidat. Parce qu'il faut noter, le ministre Marafa est un waziri de ce côté-là, c'est-à-dire de par sa mère, le prince de par sa mère. Et donc, il soutenait à cette époque son oncle qui était candidat et qui avait été battu par Ali Mayatou. Donc, au niveau de la région du Nord, ça. Alors, vous voulez dire qu'on va revivre la même chose? S'il n'y a pas consensus, s'il n'y a pas consensus d'office, lorsque le Lamido Ali même est décédé, il y a un certain nombre de princes et de waziris, on l'appelle Modibo, Yerima, un certain nombre de Yerima et de waziris, qui se sont réunis et qui ont estimé que le Issa Hayatou était le candidat qui pouvait rassembler tout le monde, qu'il avait un âge bien avancé, qu'il était respecté de tous et qu'il pouvait consolider la famille royale de Garoua. Mais un certain nombre de princes, de jeunes princes qui sont dans la quarantaine n'entendent pas céder la place à qui que ce soit, en estimant que l'ancien président de la CAF et vice-président de la FIFA a un certain âge avancé et qu'il devrait se reposer pour laisser la place aux jeunes, à ceux qui sont tout au moins, entre guillemets, qui ont encore la force de gérer le grand Lamida de Garoua. En tout cas, il faut avoir quand même travaillé un peu aux côtés de le frère Ali Mayatou pour comprendre comment fonctionne la chefferie ou tout au moins... Non, pas forcément. Je vous dis, tous les princes de cette Lamida sont susceptibles d'être lamido. D'accord. Sont susceptibles d'être lamido. Donc, la candidature, les textes sont clairs. La candidature, c'est-à-dire que ce soit prononcée ou alors avancée par un certain nombre de personnes de Issa Hayatou, qui semblent être soutenues, entre guillemets, par un certain nombre de personnalités. Et là, le journal le rappelle d'ailleurs ce matin, parlant donc de la mainmise du gouverneur sur les consultations. Oui, en fait, il faut dire que le journal le dit en faisant l'historique, comme le président disait. Je vous ai dit que à l'époque, le Lamida était géré directement par la famille Hayatou. On attendait Bobo Hayatou. Et même Yaya. Et même Yaya Hayatou. Le défunt Yaya Hayatou. On l'attendait, mais il se trouve que, comme il a dit, c'est un oncle qui était préféré, qui était à l'époque, je pense pas dire... très proche couturier qui ne semble même pas être intéressé. Mais proche du président Ahidjo, et il semble que le président Ahidjo, c'est la veille que tout s'est passé, et c'est lui qui a finalement été candidat. Mais il faut dire qu'il y a eu une sorte de consensus. On ne sait pas si ça a été forcé, ou bien parce qu'il n'y avait pas eu plusieurs candidats. On a laissé ces candidats dont personne ne va venir être le candidat le jour à Doubé, et il a été lamido et il est mort en 2000. Je voudrais sortir en rappelant que dans le choix, lorsqu'il y a élection comme ça, le pouvoir fait tout pour imposer, je vous dis bien imposer, un candidat qui est proche du régime. La preuve, en 2001, avec lorsque le Lamido Alim est arrivé, il y avait plusieurs candidatures, il y avait des noms qui étaient avancés. À l'époque, il y avait le défunt Yaya Hayatou qui était membre titulaire du comité central de l'UNDP, qu'on n'a pas préféré, qu'on a écarté au profit d'Ali Mayatou. Alors, en tout cas, on espère ne plus vivre la même ambiance, en tout cas cette fois-ci, même si on entend quand même qu'il y a des personnes, des remous et d'autres personnes qui sont proposées à cette même position. Avant de conclure, je voudrais seulement dire, moi, au-delà des individus, Flavien, j'aimerais que, et c'est un prince qui est face à moi, que la chefferie traditionnelle au Cameroun, que ceux qui sont princes prennent la chefferie comme les politiques. C'est pas la politique, mais en fait qu'ils sachent que ne doit être l'amido, doit être chef supérieur, doit être quelqu'un qui a quand même une idée de la famille, c'est-à-dire qui a une forte idée un rassembleur. Ça ne devait pas être essentiellement amener la politique à s'immiscer, mais quelqu'un qui a une vision pour la grande famille, pour la ville, pour tout l'étendue de l'Amida, qui a une portée, c'est-à-dire qui a cette sensibilité, qui est disponible, qui est disposé à être un serviteur. Moi, en fait, c'est toutes ces qualités-là que nous avons. Malheureusement, que ce soit les Lamido et certains chefs traditionnels n'arrivent pas à consolider leur propre famille. J'en veux pour preuve. Vous avez le cas de Bamungum. Aujourd'hui, les princes du groupement Bamungum, de l'autre côté de la MIFI, se retrouvent au tribunal. Il y a une décision de la Cour d'appel de l'Ouest qui a ordonné le partage des biens.
du défunt chef Bamongo. C'est la même chose chez les Ngompe. Le défunt Ngompe Eli. Bref, on comprend le défunt Ngompe Eli qui est au tribunal actuellement avec les princes du défunt Ngompe Eli à cause surtout du partage des biens. Donc c'est une affaire à suivre qui est intéressante, mais qui malheureusement décrédibilise et n'honore pas nos chefferies traditionnelles. Très bien. Alors, donc, on va prendre pour exemple, en tout cas, ce que le journal L'Œil du Sahel propose ce matin, parlant du Lamida de Garoua, qui, pour succéder donc à Alim Ayatou, c'est une question, et la suite est à lire en page 3 de ce numéro. On s'intéresse aussi au tribunal administratif avec la nouvelle expression qui parle donc du ministre de la décentralisation contrée, et là, avec cette affaire de la mairie de Bawa, qui, dans le département du Honkam, qui vient donc de connaître notamment un nouveau rebondissement. Le tribunal administratif de Bafoussam a donné raison au Conseil. Oui, naturellement, vous savez que depuis l'élection de l'exécutif conduit par le maire Charles Kameni, qui est sous le label de l'UMS, du parti de Pierre Kwemo, il y a eu un certain nombre de remous, notamment sous Cap, qui se disait que le maire ne faisait plus allégeance, notamment au président de ce parti-là, qui, d'après un certain nombre d'informations, voulait avoir la main mise sur tous les marchés publics de cette commune. Or, le maire s'est rétracté en disant, écoutez, j'ai été voté par les conseillers municipaux, je n'entends pas, sous le prétexte que j'ai un président de parti politique qui vient gérer ma mairie. Je dis non. Et du coup, il y a une fatwa qui a été montée par un certain nombre de conseillers municipaux qui ont siégé, c'est-à-dire qui ont, et la loi leur permet, aux 2 tiers, ils étaient 22, c'est-à-dire que dépassant le 2 tiers, et ont déposé le maire. Ils ont déposé le maire. Le préfet du département du Honkam a constaté, a saisi le ministre de la décentralisation pour avis et décision. Le ministre de la décentralisation, contre toute attente, a demandé de susseoir la déchéance du maire. Du coup, les conseillers de ce côté-là ont saisi le tribunal administratif de la paix de Bafoussam, de l'Ouest, qui leur a donné raison en disant, vous avez raison, vous avez fait les choses dans les règles de l'art, mais il y a un hic. Lorsque vous déposez le maire ou alors l'exécutif municipal, vous attend pour, je dirais pas adouber, pour magnifier cet acte-là. Il n'y a que le ministre de la décentralisation pour le faire. Et c'est ce que la loi a prévu, malheureusement. Donc, de nos jours, les conseillers ont pris la décision de justice, l'ont servi au ministre de la décentralisation. Les yeux sont rivés maintenant du côté de Yaoundé pour voir ce que le ministre va décider. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais naturellement, ce qu'il faut dénoter, c'est que le maire, l'exécutif communal de Bangwa actuellement, n'a plus la confiance de ses 22 conseillers. Oui, Flavien. C'est un problème, on constate justement, et c'est les populations qui vont payer le prix, puisque les activités ne vont pas être menées. Bon, moi je suis... Les comptes bloqués. Moi je suis quand même un peu surpris, parce que vous avez suivi le prince Aristide Ngekam qui disait tantôt que... Donc en fait, il y a 22 conseillers sur les 25 qui se sont ralliés au président du parti. À vous entendre, parce que vous dites que l'exécutif a décidé de sortir. Non, il n'a pas dit qu'ils se sont ralliés, ils ont dit qu'ils ont décidé de mettre à l'écart. Je dis, quelles que soient les raisons qui sont avancées, les faits sont là. C'est que 22 personnes se sont assises, ont dit, nous ne voulons plus du maire. Le maire ne gère pas la commune, comme nous l'entendons. Le maire ne gère pas notre commune selon les orthodoxies de gestion. Mais je dis sous cap, il y a eu un problème qui s'est posé. Parce que le maire... Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on tombe d'accord. C'est pour ça que je dis que c'est très grave. C'est très grave si, justement, 22 conseillers sur 25 décident d'aller vers leur président de parti qui veut prendre, qui la main mise, qui veut avoir la main mise sur la commune en gagnant tous les marchés. Vous savez ce qui se passe. Parce que si c'est ça la raison, je trouve que c'est très grave. Parce qu'en fait, ça veut dire que ces conseils municipaux sont arrivés à Bawa pour faire du business ou bien sont les pions du président du parti. Je suppose, parce que si c'est cela, c'est très grave. C'est-à-dire, on s'attendait à voir quand même que le maire a comme une faute lourde, c'est-à-dire qu'il y a peut-être, tel que les textes, le code de la décentralisation le dit, c'est-à-dire qu'il a comme une faute lourde, peut-être il a détourné de l'argent et qu'il y a un peu, la faute est constatée. Il y a un certain nombre d'éléments qui puissent permettre à ce qu'il puisse être déposé. Bon, maintenant, si ce n'est pas prouvé que c'est parce que
que le maire veut avoir son autonomie dans le cadre de la gestion, la passation des marchés, c'est que la passation des marchés dans les communes, les faits sont sur appel d'offres, ça veut dire que ça s'est fait. Maintenant, si c'est quelqu'un qui va avoir la même mise sur tous les marchés de la commune, et parce qu'il est le président du parti, à ce moment-là, j'ai dit, ces 22 conseillers, c'est vrai, sur le plan de la démarche, on suivi la démarche, mais ce sera terrible pour les populations de Banwa. Très bien. En tout cas, le journal La Nouvelle Expression a proposé l'article ce matin. Je vous invite à lire pour comprendre ce qui se passe concrètement avec le ministre de la Décentralisation qui est contré par le tribunal administratif. Alors, on va évoluer. Oui, mais je voudrais, à titre de leçon, je voudrais dire qu'à titre de leçon, il faudrait, et dit ça l'habitude de dire ici, que les gens ne se plaignent pas. Lorsque ça ne marche pas dans un conseil municipal ou dans une commune, il faudrait que les conseillers puissent s'exprimer. Et ce qui a été fait. Et j'en veux pour preuve du côté de, j'en parlais ici, du côté de, je pense que c'est la mairie de Macari, où les conseillers avaient bloqué le compte administratif, excellent, vous vous souvenez, le compte administratif, parce que le maire avait géré cette commune comme une épicerie. Et les conseillers avaient bloqué, ce conseiller-là. Donc, c'est un exemple. Je pense que même pour la démocratie, les conseillers doivent s'exprimer. D'accord. Alors, il y a le quotidien Le Jour qui pose une question ce matin. Où sont passés les tests Covid-19? Il y a des personnes qui veulent connaître leur statut, mais sans test. Mais en fait, moi, je suis surpris parce qu'on a quand même suivi ces derniers temps le ministre de la Santé rassurer sur la présence des tests. Et lorsqu'on voit cette une le jour qui part sur les faits, qui s'interroge, parce que, donc ça veut dire quoi? La distribution ou bien la mise à disposition des tests n'est-elle pas faite selon les règles de l'art, ou bien les tests sont disponibles et on crée une pénurie pour faire du chantage, une sorte de corruption. En fait, il y a comme une sorte de mafia autour du Covid-19. Vous savez, vous vous souvenez, Flavien, on avait parlé, c'est la mafia autour de la lutte contre le sida. Vous vous souvenez, quand il y a eu, au début de cette pandémie, et lorsque on avait mis la Commission nationale de lutte contre le sida et on soutenait les comités de lutte contre le sida, on donnait, je crois, 1 500 000 à tous ceux qui créer un comité de lutte. La seule preuve était que vous mettiez la plaque devant votre maison. Vous vous souvenez que les plaques avaient fleuri dans tout le Cameroun et les gens prenaient les 1 500 000 et ils ne foutaient absolument rien du tout. Et aujourd'hui, dans le cas de l'opération Pervé, il y en a certains qui sont justement au Niouf, qui sont en prison à cause de cela. Est-ce que c'est pour ça que quand on parle de l'audit de la gestion des fonds Covid et même du processus, il y a des gens qui profitent des situations comme celle-ci pour pouvoir créer soit des fausses pénuries, soit il y a un problème dans la distribution des tests qui ne sont pas là où il faut que les tests se retrouvent. En fait, la question du journal Le Jour est une question pertinente et il faut qu'on ait véritablement des réponses parce que c'est quand même anormal qu'on nous rassure que les tests sont... Le test est gratuit. Oui, mais c'est quand même anormal qu'on nous rassure qu'il y a des tests. Oui, c'est anormal qu'on nous rassure qu'il y a des tests et à la fin on constate qu'il n'y en a pas là où il faut qu'il y en ait. Est-ce que c'est, comme je l'ai dit, fait sciemment ou bien est-ce la réalité qu'il n'y en a pas? Et s'il n'y en a pas, c'est que c'est très grave. Il faut revoir la politique de distribution et il faut se rassurer que là, il faut des tests qu'il y en a. D'accord. Je pense que c'est une plainte qui est légitime parce que un certain nombre de personnes, pas plus loin. Le quotidien, le reporter du quotidien Le Jour a fait le constat. Exactement, oui. Je dis, moins 2 ou 3, 4, 5 oui, mais je dis c'est un constat qui est patent. Nous avons, non loin du siège d'Equinox, tout juste ici à côté, il y a un centre de dépistage qui est totalement gratuit. Quand vous passez là, il y a pratiquement plus d'une semaine, il y avait un monde de fou. Il n'y en a plus parce que lorsque les gens viennent, et on leur dit non, il n'y en a pas aujourd'hui, repassez demain, ainsi de suite. Donc, il y a un problème. Je pense qu'il doit y avoir un problème d'approvisionnement, quitte à ce que le ministre de la Santé puisse faire une sortie pour nous fixer là-dessus. Alors, vous parlez justement de tout cela et on se pose également la question de savoir quel est donc, il y a d'autres tabloïds qui s'intéressent à autre chose ce matin. Je veux dire, le quotidien, le quotidien du Messager qui revient, qui s'intéresse également à la task force, qui prend corps dans les secrets de la task force, c'est le titre du quotidien Le Messager ce matin, avec également une enquête qui a été menée et aussi le chef de l'État qui demande à ce que la gestion des fonds soit claire et expliquée au grand public, je veux dire à tous ceux qui sont chargés de donner de l'argent, ici surtout les partenaires étrangers. Je pense que vous savez, c'est une affaire qui a des allures de campagne. J'ai peur de dire plus de 15 journaux sont sortis ce matin avec depuis le début de la semaine. Voici comment la task force, l'émission de la task force. Il y a le journal indépendant qui dit jusqu'où ira la taxe. Comme s'il y avait un besoin de répondre à la confiscation du pouvoir par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République.
Voilà les faits. Les faits, c'est qu'un communiqué a circulé sur les réseaux sociaux où le ministre d'État dit que sur autre institution du président de la République, ils ont créé une taxe au niveau du palais qui doit coordonner dorénavant la lutte contre la Covid-19. Mais que cette taxe-là ne vient pas bousculer le dispositif mis en place qui est géré au niveau du ministère de la Santé. Mais dorénavant, tout doit être ordonné au niveau du palais d'Outizi. Leçon, à thème de leçon. Vous savez ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'on a remarqué un certain nombre de dysfonctionnements sur le dispositif en place géré par le ministre de la Santé. Et que par conséquent, la présidente de la République a créé une sorte de comité pour rectifier ce que le ministre de la Santé n'a pas pu faire. Et les chiffres sont avancés qui sont effroyables par, notamment, je pense, cette Tribune d'Afrique, qui dit que sur les 180 milliards, on a fait un audit et on dénote que sur les 180 milliards, 150 milliards ont été utilisés uniquement pour le fonctionnement, pour les carburants, pour les réunions, et ne serait-ce 30 millions ont été, seulement 30 millions ont été utilisés pour la lutte. Si ces informations sont avérées, ça voudrait dire que c'est très grave. J'ai bien peur, je dis bien, j'ai bien peur de dire que tous ceux qui ont géré de l'argent au ministère de la Santé et dans d'autres ministères, il n'y a pas que le ministère de la Santé. Vous vous souvenez que le ministère, il y a un ministre ici qui se baladait pour distribuer les seaux, et bien d'autres qui, disaient qu'ils ont donné l'argent à la presse pour communiquer là-dessus. Il doit pouvoir justifier les 180 milliards qu'on dit avoir dépensés. D'accord. Alors, je pense que vous l'avez évoqué, parlant justement qui parle de la task force, qui est donc une décision de Paul Biya. C'est ce que le journal nous apprend ce matin. On nous dit que c'est une décision de Paul Biya. L'éditorial de Faustin Dikam l'explique un peu. Oui, moi je dis, Flavien, moi j'ai peur des task force. Parce que, vous savez, on a vu les task force de Cannes et du Chan et de Cannes, on a vu là où ça nous a amené. Vraiment, ça dit que puisque l'expérience des task force, pour moi, n'est pas une bonne chose. Mais maintenant, est-ce que cette sortie sur la task force sur la lutte contre le Covid n'est pas là pour voiler quelque chose? Parce qu'il faut toujours s'interroger chez nous lorsque vous constatez qu'il y a, comme l'a dit tantôt le président, il y a une sorte de campagne autour de quelque chose. Est-ce que il ne faut pas seulement dire que c'est le ministère de la Santé qui est visé. En fait, il faut dire que la coordination de la lutte et de la riposte s'est faite à la primature. Oui. Parce que c'est vrai que c'est le premier ministre qui a pris. Au départ, le ministre de la Santé, et c'est tout le monde qui criait. De façon c'est presque seul. De façon civilisée, c'est un des aveux du PM Mi-Santé. Bon, après, le premier ministre a repris les choses en main, a commencé à coordonner cette réunion. On avait vu que chaque semaine, les jeudis, souvent, il y avait cette réunion, une communication autour du Premier ministre. En fait, c'est la primature. C'est la raison pour laquelle il y a même eu cette répartition des fonds, Flavien. Parce que le ministre de la Santé, lui, ne peut pas décider sur lui. Si on donne 180 milliards par le Fonds monétaire concernant la lutte contre le Covid, sur lui, de dire que lui, il a 45 milliards, le Minepat a 26 milliards, le Minesec a 7 milliards, le Minedub a 6 milliards, ainsi de suite. C'est pas lui qui l'a fait. Donc, il faut dire que la coordination s'est faite à la primature. Donc, en fait, aujourd'hui, la présidence trouve que la primature fait mal son travail et la task force revient pour pouvoir faire quel job. Et ces premières task force de la présidence ont-elles apporté les fruits probants? Moi, je doute fort, ça veut dire que c'est pour cela que ça questionne. Est-ce que c'est sera celle qui va véritablement nous remettre sur l'orthodoxie? J'en doute. C'est d'ailleurs le titre de Repère ce matin, parlant du Chan 2020 et Cannes 2021, Covid-19 cette fois, lumière sur les task force du palais. Et ça, c'est la question également. On devrait comprendre un peu comment est-ce que ces premières task force ont été gérées, et cette fois encore avec le Covid. Et là, le journal est donc revenu à proposer tout un dossier. Je vous invite à lire aussi. Forum Libre est revenu également ce matin sur un fait aussi important, parlant de la région d'Adamawa, où il y a eu, on s'intéresse davantage aux activités des femmes, avec cette formation des femmes sur l'informatique et autres. Et là, c'est une opération qui permet aux femmes libres de pouvoir être occupées. Exactement. Les femmes rurales, les femmes du secteur privé, les femmes, les commerçantes. C'est je dirais pas un mécène, c'est une élite qui s'appelle Mokhtar Madama qui a pris sur lui de former les femmes de ce département et de ce département à l'outil informatique. Et clou de l'affaire, c'est que l'élite a donné gracieusement, en ce temps de Covid, le protocole de l'État
Parce que C'est de ce côté-là, c'est tout non, à fait de ce normal. côté-là, Si c'est une édition, on comprend bien que c'est non, tout à fait vous normal. avez parlé ici, vous avez parlé ici des vaccins et des médicaments que vous avez dans l'hôpital qui manquent. Mais cette idée-là a pris sur lui de préparer les médicaments du protocole de l'État afin Mais que les vaccins manquent, lui là, tout ça. il fait non, comment? pas les vaccins. Je dis les comprimés, comment vous dites ça? Le protocole de l'État qui est utilisé pour soigner le Covid. Ouais. C'est normal qu'une élite dit on ne va pas seulement soigner ceux qui sont à Douala, mais qui ramènent ça dans l'arrière-pays. Ouais. Vous vous souvenez que le département est frontalier avec la République centrafricaine. Donc Mokhtar a ramené ça pour que ses frères et sœurs puissent se soigner comme ceux qui sont en ville. D'accord, donc ça devrait se faire dans pratiquement toutes les localités aussi. Toutes les localités. C'est une action à encourager. Merci à vous. Merci également. Alors, donc, vous aurez le temps de lire également tout cela. Si vous faites un tour en kiosque ce matin, Edith Sisson, merci. Bonne journée à vous. Merci. Et surtout, beaucoup de courage pour le jeune. Alors, demain, vous serez avec Jean-Paul Chumiat, lorsqu'il sera 9h20 sur Equinox. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to